Voici le sommaire de ce magazine d'information. Que font nos jeunes en cette période si sensible d'épidémie de coronavirus et de couvre-feu, chacun son centre d'intérêt, mais parfois le drame n'est pas loin, surtout quand la drogue s'y invite. L'invité confraternel de ce soir, Abdoulaye Mbow, rédacteur en chef du quotidien La Tribune. Chute vertigineuse du taux de croissance économique annoncé par le président Macky Sall, le virus s'est incrusté dans notre économie. Que signifie une croissance qui baisse? Que faire pour s'en relever? L'économiste Khadim Bamba Diagne le dira à Mamadou Ndiaye. Le pagne en Afrique, plus qu'une mode, une vraie culture. Oussama Monique Sagna s'est intéressé à cette étoffe qui résiste au temps. L'enjeu de la distanciation sociale en ces temps de Covid-19 à Saint-Louis, ils sont nombreux à ne pas respecter la barrière. Notre diplomate du jour, Papa Demba Thiam, économiste et ancien fonctionnaire international de la Banque mondiale, il nous donnera son avis sur la solution de sortie de crise face à la pandémie. Une révélation dans le combat contre le coronavirus au Sénégal, Dr Abdoulaye Sow dans la rubrique Tranche de vie ce soir. Et puis on dit de lui qu'il a 7 vies. Le chat est la star de la semaine dans le monde des animaux. Kessendour, fidèle au poste, bienvenue. Le comportement de nos jeunes en question en cette période de coronavirus, mais aussi de couvre-feu. Parfois, le drame n'est pas loin, comme ce qui s'est passé la semaine dernière dans un appartement aux Almadies avec la mort d'une jeune dame. Que font donc nos jeunes pendant cette période? Les occupations et les préoccupations sont loin d'être les mêmes, suivant le reportage. En vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le 23 mars 2020, le président Macky Sall décrétait l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Objectif: limiter la propagation du coronavirus au Sénégal depuis le 2 mars. 10 heures de confinement pour des gens habitués à veiller jusque tard dans la nuit. Ce jeune rencontré au Maristes a trouvé une astuce pour meubler ce blanc dans ses activités quotidiennes. Entre 20h et 6h du matin, je pense qu'on est connecté, qu'on est sur les réseaux sociaux, en même temps de suivre les informations à propos de la pandémie du Covid-19. Donc, à part la connexion, je pense qu'on ne fait rien de spécial. Donc, on se connecte, mais ça nous a permis au moins de nous concentrer sur les projets pour essayer de cuire quelque chose. Si la pandémie se termine, donc on va débuter nos activités, Inch'Allah. Si Amadouba s'occupe à réfléchir sur ses projets, d'autres jeunes comme lui s'amusent à jouer à cache-cache avec les forces de défense et de sécurité. De l'avis du colonel à la retraite, cela reflète l'état d'esprit des Sénégalais. Le comportement des jeunes, c'est le reflet des comportements des anciens, des adultes, des parents qui les ont éduqués comme ça. Quand tu vois ton père se comporter ou ta mère se comporter d'une telle manière, forcément tu vas le suivre. C'est par rapport à... Je ne dis même pas l'éducation, parce que pour éduquer, il faut être éduqué soi-même. C'est par rapport à notre état d'esprit. Globalement, jeunes et vieux, nous nous comportons comme ça. Alors qu'on ne soit pas étonné que nos enfants également se comportent de la sorte. Ce père de famille est catégorique, cela doit impérativement cesser. Moi, je me disais que bon, il faut que le désordre là, il faut que ça s'arrête, quoi. Tu vois. Bon, parce que il y a des gens qui courent les rues la nuit, qui droguent, qui font n'importe quoi, qui sont en train de droguer, tu vois. Il faut aussi ça, il faut qu'on prenne notre responsabilité, quoi. Cela doit certes s'estomper, mais le colonel à la retraite estime que la responsabilité de tout un chacun est engagée. Bon, moi, je dirais la responsabilité de tout le monde. Vous savez, au Sénégal, nous tous, compris, nous avons la mauvaise habitude de ne jamais respecter l'ordre de la loi.
de ne jamais respecter l'autorité publique. Vous voyez, dans nos activités de tous les jours, nous défions tous les jours l'autorité. Et on ne respecte pas les règles de bienséance, de bon voisinage. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun vit comme il veut. Et c'est ça notre drame. Aujourd'hui, nous vivons une pandémie. Nous vivons une situation extrêmement grave. Et tout le monde le vit en même temps que nous. Tout le monde vit cette pandémie en même temps que nous. Mais le comportement que nous voyons chez nous, en tout cas, ça ne reflète pas la gravité de la situation. Au contraire, on pense qu'ici, rien ne va nous arriver. La semaine dernière, une fête entre amis a viré au drame avec la mort de Iba Thiam. Et d'après certaines informations, c'est un agent de la police qui les aurait escortés. Aliou Ndiaye réfute la thèse d'une faille dans le dispositif sécuritaire. Le dispositif en tant que tel, on ne peut pas parler de faille parce qu'il y a la présence de ce policier qui a trompé la vigilance de ses collègues de la gendarmerie parce que les Almadies se trouvent dans le dispositif de la gendarmerie. N'est-ce pas? Alors, donc, attendons de voir ce que l'enquête va donner pour savoir si effectivement c'est le dispositif qui a commis une... Enfin, pas le dispositif, parce que comme je vous ai dit, le dispositif, il est là pour tout le monde. Tout le monde peut le transgresser, parce que simplement, on ne peut pas mettre un policier à tout coin de rue. Ce n'est pas possible. Un policier ou un gendarme ou un militaire à tout coin de rue, cela n'est pas possible. Jeunes, adultes, personnes du troisième âge, tous doivent avoir une conscience citoyenne et respecter le couvre-feu de la vie des personnes rencontrées. Elle souligne qu'il s'agit là d'une question de santé publique et comme un seul homme, tous les Sénégalais doivent appuyer les forces de l'ordre et le président Macky Sall dans cette lutte contre. Un reportage de Boubacar Dien avec Mafal Fall pour les images. Abdoulaye Mbow, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Tribune. Abdoulaye, un drame aux Almadies, on en a beaucoup parlé cette semaine, surtout dans la presse. Est-ce que c'est un cas isolé ou quelque chose de fréquent plutôt à Dakar? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire bonsoir. C'est un honneur de partager le plateau avec vous, mais également de dire bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire qu'au-delà du fait que des jeunes se soient retrouvés en plein couvre-feu dans un appartement aux Almadies, je ne dirais pas que c'est un cas isolé. De manière fréquente, l'on entend en tant que journaliste, en tout cas, des jeunes qui fréquemment louent des appartements meublés, louent des voitures, et ce sont ces jeunes qui le plus souvent causent énormément d'accidents. Maintenant, on peut dire que c'est un cas isolé lorsque le Sénégal vit l'état d'urgence, lorsque le Sénégal vit le couvre-feu. Je me dis que c'est un cas isolé parce qu'il est quasi impossible pour un citoyen lambda de pouvoir se promener entre 20h et 6h du matin quand on sait que les forces de défense et de sécurité sont présentes et partout dans Dakar, partout au Sénégal. Maintenant, la faute à qui? Je crois bien que c'est une question que l'on doit se poser. Il y a une faille, à mon avis, dans le dispositif, parce que si un agent escorte une voiture remplie de jeunes, ou en tout cas avec quelques jeunes, il est impératif qu'aujourd'hui, que ceux-là qui sont au niveau des checkpoints puissent savoir effectivement qui sont ces personnes qui sont à bord de ces véhicules, parce que nous, professionnels de l'information et de la communication, chaque soir, nous rentrons entre 23h et minuit, après le bouclage. Écoutez, on ne passe pas un checkpoint de gendarmerie ou de police sans être contrôlé. Donc, il est impératif qu'aujourd'hui, qu'il y ait une vigilance accrue de la part des forces de défense et de sécurité, déjà à qui l'on rend un vibrant hommage, parce qu'aujourd'hui, nous dormons aisément chez nous, auprès de nos femmes, auprès de nos enfants, auprès de nos papas et de nos mamans. Eux, ils sont sur le terrain, loin de la famille. Donc, je crois bien qu'il appartient également aux Sénégalais, quel que soit Alpha, de pouvoir justement permettre aux forces de défense et de sécurité de faire le travail convenablement. Il faut un engagement citoyen, mais également un engagement patriotique. Il y a donc une posture
à adopter et ne Effectivement. pas chercher à tromper la vigilance Effectivement. des forces de sécurité et de défense. Effectivement, cette posture, je crois bien que chaque citoyen, qui qu'il soit, qui qu'il puisse être, même muni, je dis bien d'un laissez-passer permanent, qui puisse le permettre de circuler partout dans Dakar, mais également à travers le territoire national, d'avoir ce comportement citoyen. Ce comportement citoyen voudrait que l'on ne fasse pas tout ce que l'on interdit en période d'état d'urgence, tout ce que l'on interdit en période de couvre-feu, parce que c'est la première fois, à mon avis, que l'on vit un couvre-feu, et parce que tout simplement, nous vivons une pandémie. En 68, il y a eu un couvre-feu, si je ne me trompe, en 88, en 89, durant les problèmes entre le Sénégal et la Mauritanie, mais également en 93, au lendemain de l'assassinat du juge constitutionnel, Maître Babacar Seye. Donc, c'est la première fois que les Sénégalais sont appelés à vivre un semi-confinement entre 20h et 6h du matin, compte tenu d'une pandémie qui fait des ravages partout à travers le monde. Je crois bien que si nous voulons juguler cette pandémie, si nous voulons vaincre cette pandémie-là, il est impératif que chaque citoyen se dise que je suis l'autorité administrative, que chaque citoyen se dise je suis une force de défense et de sécurité, à moi de me sécuriser, mais individuellement, mais d'aller dans le sens de sécuriser mes voisins, ma famille, donc une sécurisation collective. Et si véritablement nous adoptons cette démarche, ce comportement-là, le Sénégal pourra, à mon avis, aller dans le sens de vaincre cette pandémie. Alors, au-delà de ce fait qui s'est déroulé dans une période particulière, il y a de manière globale les jeunes, leur comportement. Il faut que jeunesse se passe, dit le dicton. L'enjeu, c'est finalement de savoir comment on s'occupe. Effectivement, il faudra que jeunesse fasse. Je crois bien que nous tous, nous avons eu à faire des bêtises du temps de la jeunesse, mais pourvu que cette bêtise soit véritablement contrôlée individuellement, mais également de manière collective. Parce qu'il peut y avoir... Parce qu'on a parlé de drogue. Effectivement, effectivement. Parce que, effectivement, et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Nous avons entendu une jeune fille, malheureusement, il y a quelques années, partir à la fleur de l'âge pour dans les mêmes circonstances, consommation de drogue. Une jeune fille également est décédée à la fleur de l'âge. Une jeune fille véritablement qui avait l'avenir, compte tenu justement des études qu'elle a eu à mener, compte tenu du poste qu'elle occupait dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Donc je crois bien qu'au-delà de l'éducation que l'on reçoit de nos parents, on peut avoir les meilleurs parents qui nous inculquent la meilleure éducation, mais il faut reconnaître que nous avons au Sénégal ce que j'appelle moi une maladie comportementale homo-sénégalensis. Je ne dis pas généralisée, mais quasi généralisée quand on voit le comportement que nous avons dans nos quartiers, dans la République, même dans nos lieux de travail. Il y a justement ce travail que les psychanalystes, les sociologues, les psychiatres devraient pouvoir faire pour véritablement tirer ce virus qui est en nous et qui nous pousse à véritablement à avoir ce comportement qui n'est pas un comportement citoyen, qui n'est pas un comportement patriotique. Si aujourd'hui des pays ont pu dépasser le Sénégal, alors qu'en 1960, le Japon, la Corée étaient au même pied que le Sénégal. C'était des pays en développement, en voie de développement, qui aujourd'hui sont devenus des pays véritablement développés, qui font partie des dragons comme Singapour, etc. C'est parce qu'en réalité, ces pays ont pu avoir des populations bien éduquées, des populations qui savent et qui connaissent et qui maîtrisent le niveau d'engagement citoyen et ses résultats probants. Malheureusement, au Sénégal, ce n'est pas le cas. Est-ce la faute de nos dirigeants? Je ne répondrai pas par l'affirmative, parce qu'au-delà du comportement, quel que puisse être le comportement du dirigeant que l'on a à un niveau politique, à un niveau social, à un niveau etc., nous, citoyens, nous devons nous dire que nous avons notre rôle à jouer. C'est vrai qu'il faudra que jeunesse se fasse, mais pourvu véritablement que l'on ne soit pas dans la déviance et la déviance totale. Justement, la drogue, Abdoulaye, il y a eu des alertes entre 2018 et 2020. On nous a parlé de tonnes de cocaïne, d'autres types de drogues qui ont été saisies au Sénégal. On a parlé de l'usage de la drogue également pour le cas précis de ce drame. Est-ce qu'il ne faut pas questionner aussi à la fois la consommation et le trafic de drogue? Effectivement, il est impératif d'interroger, de nous poser des questions par rapport au trafic, parce que les records en termes de saisie étaient des records assez renversants, parce qu'on parle de plusieurs tonnes de drogue saisies au Sénégal. Du point de vue de la consommation également, il y a des associations, je ne veux pas faire la publicité, mais c'est une personnalité publique, je veux parler de Jamra avec Mamatar Gueye, qui véritablement, depuis des années, sonne l'alerte. Ce n'est pas pour rien qu'on a
voté au Sénégal la loi Latif Gueye relativement à la consommation de drogue. Maintenant, quand on entre dans des quartiers qui étaient considérés comme des quartiers résidentiels, semi-résidentiels, ou qui vivent aujourd'hui une certaine paupérisation, on voit des jeunes désœuvrés qui ne sont plus à l'école, qui n'ont pas de métier et qui consomment justement des drogues subsidiaires comme le chanvre indien. On voit justement les répercussions du point de vue du comportement de ces jeunes-là. Certains sont devenus fous, certains ont préféré démissionner totalement de la vie à cause de la consommation de cette drogue. Maintenant, si on élève la barre aujourd'hui pour en arriver à la drogue dure, ben, on se dit que ce ne sont pas seulement des personnes alertes qui consomment cette drogue. Malheureusement, ce sont des jeunes. Et justement, les 2 drames qui ont emporté justement 2 jeunes filles à la fleur de l'âge, c'était la consommation de drogue dure. Donc, je crois bien qu'il faut impérativement que les autorités centrales, que les autorités politiques, que les autorités religieuses, etc., au-delà de la sensibilisation, puissent aller véritablement dans le sens d'une surveillance beaucoup plus accrue par rapport à l'entrée justement de la drogue dure au Sénégal et véritablement aller dans le sens de donner l'occasion aux jeunes Sénégalais de comprendre les enjeux véritables pour ne pas aller vers la consommation de la drogue. On ne dira pas à papa ou fils de truc, la drogue ça touche tout le monde. Les quartiers les plus désœuvrés aujourd'hui dans Dakar, quoi qu'on puisse dire, sont devenus des lieux de vente et de consommation de drogue. Il faut impérativement trouver des solutions alternatives et permettre aux jeunes d'avoir une bonne conscience par rapport au bon comportement. Alors, hier, on a entendu le président Macky Sall réagir justement par rapport à certains comportements, en faisant même le constat que les plages sont envahies par des jeunes et qu'il n'exclurait pas même des mesures encore plus draconiennes. On pense à un confinement partiel ou général. Est-ce que, à votre avis, on devrait aller jusqu'à ce niveau en termes de mesures fortes? En tout cas, si j'écoute les développements faits par les professionnels de la santé, je veux citer le professeur Seydi, qui disait que si par extraordinaire les Sénégalais ne changeaient pas de comportement, lui, il demanderait justement au président d'aller vers un confinement total. Malheureusement, Mahmoud Ibra Kane, quand on voit les Sénégalais entre 6h du matin et 20h, le comportement que certains de nos concitoyens ont, justement les rassemblements au niveau de certaines plages, les rassemblements au niveau, en tout cas, de certains lieux publics, on se demande si véritablement les Sénégalais connaissent et véritablement les menaces liées à cette pandémie-là. Aujourd'hui, il y a un stress viral aujourd'hui qui a fini d'envahir tous les foyers au Sénégal, et ce stress est devenu beaucoup plus accru lorsque nous entendons parler de contamination par voie communautaire. De ce point de vue, le président de la République a bel et bien raison. Fort heureusement, le gouverneur de la région de Dakar a sorti un arrêté avant-hier avec des mesures en tout cas beaucoup plus draconiennes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais si par extraordinaire certains de nos concitoyens continuent d'avoir ce même type de comportement, moi je suis militant aujourd'hui du confinement total, même si on sait pertinemment qu'au Sénégal, il y a plusieurs millions de gens qui tirent le diable, non pas par la queue, mais par le bout du poil de la queue. Il nous faut impérativement aller vers ça. C'est le sacrifice suprême, le sacrifice ultime qui puisse nous permettre justement de juguler cette pandémie. Justement, comment ça se passe au sein de votre rédaction avec cette situation particulière? Couvre-feu, oui, on sait qu'il y a des autorisations pour les journalistes, mais comment ça se passe? Alors, ça se passe comme ça se passe pratiquement dans toutes les entreprises de presse. Aujourd'hui, toutes les mesures sont prises déjà au niveau de l'entrée, tout est contrôlé, il y a un gel hydroalcoolique qui est là-bas pour toute personne employée ou invitée. Nous faisons tout justement pour éviter justement toute forme de menace de contamination. On prend la température de tout le monde là-bas, tout est surveillé, on nettoie et les tables, les marches d'escalier et tout, mais je crois bien que si par extraordinaire on continue à avoir des cas, peut-être que d'autres mesures seront prises par la direction générale, peut-être aller dans le sens de diminuer drastiquement justement le personnel, oui, ce qui est déjà fait, oui, mais on sait, nous sommes des personnes à risque, quoi qu'on puisse dire, parce que les journalistes sont en contact de tout le monde, les journalistes sont sur le terrain. Je crois bien qu'il nous faut impérativement trouver en tout cas d'autres solutions beaucoup plus consistantes pour permettre justement à chaque professionnel de l'information et de la communication de mieux se prémunir. Et puis il y a le journal papier. Effectivement. Dans un contexte comme ça. Oui, c'est très difficile parce qu'en réalité, il y a cette redondance en termes d'information, parce que quotidiennement, l'information c'est autour du coronavirus.
plus des mesures prises par les autorités sanitaires et les autorités politiques, il y a toujours ce stress. Que vais-je faire pour demain? Que vais-je vendre pour demain? Mais par la grâce de Dieu, et par le professionnalisme justement de l'équipe rédactionnelle, à l'image des autres quotidiens, nous faisons tout pour nous en sortir en choisissant des angles de traitement véritablement qui peuvent peut-être demain impacter sur le choix du lecteur de se dire je vais acheter peut-être le quotidien dirigé par Abdoulaye Mbow pour véritablement aller vers une information. Mais aujourd'hui, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est éviter justement toutes sortes de fake news, parce qu'à l'heure où nous sommes, nous avons besoin de rassurer les Sénégalais. Nous avons surtout l'obligation de leur donner la bonne information et uniquement la bonne information. Merci Abdoulaye Mbow, rédacteur en chef du quotidien La Tribune. C'est moi qui vous remercie. Merci et bonsoir chez vous. Merci. Chute de la croissance économique du Sénégal, elle devrait passer de 6,8% à moins de 3%. L'annonce a été faite le 3 avril dernier par le président de la République. Quelles sont les conséquences de cette baisse de croissance? C'est le dossier d'Abdourahmane Ly ce soir. Notre croissance économique soutenue sur plusieurs années est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3%. Le chef de l'État a fait cette déclaration bien avant le rapport de la Banque mondiale. Un rapport qui fait également état d'une baisse de la croissance économique en Afrique qui pourrait aller jusqu'à moins 5% induite par la pandémie de coronavirus. Ce qui veut donc dire que le PIB, produit intérieur brut, ou la production des entreprises et des ménages de l'année 2020 prévue, va baisser d'un cran. Dans la loi de finances initiale, il était prévu une croissance de plus de 6%. C'est-à-dire que l'économie sénégalaise allait croître de plus de 6%. Avec la situation que nous vivons aujourd'hui, on attend une baisse de ces prévisions. C'est-à-dire qu'on ne va plus croître de 6% ou plus, mais on va croître peut-être de 2,8%. Cela signifie qu'on espérait gagner plus de richesses, mais on risque de ne pas en gagner autant qu'on l'espérait. Ce qui veut dire que les dépenses qu'on voulait faire avec l'argent gagné ne pourront plus être couvertes. Des espoirs qui tombent à l'eau à cause de ce virus Corona qui va ainsi infecter tous les secteurs d'activité. La balle est donc dans le camp de l'État qui devra prendre des risques. Donc l'État va avoir moins d'argent que ce qui était attendu, et moins d'argent signifie moins de dépenses. L'État va être obligé de faire des choix. S'il fallait mettre 100 dans l'éducation, 90 dans la santé, 80 dans le sport, ainsi de suite, l'État va être obligé de réfléchir sur les dotations. Ça peut être redéfinir les priorités de l'État, et tout cela va constituer des conséquences importantes pour le pays. Donc chaque secteur risque d'avoir moins d'argent et cela peut aussi avoir des impacts sur la vie des individus de manière concrète. L'État va être obligé de surseoir à des investissements, l'État va être obligé de surseoir à des recrutements et c'est toute l'économie qui va se retrouver affectée par une situation d'une croissance moins importante que ce qui était prévu. Une situation à laquelle presque aucun pays du monde n'a échappé, mais c'est l'Afrique malencontreusement qui aura à payer le plus lourd tribut, toujours selon le rapport de la Banque mondiale. Voilà la raison pour laquelle ces spécialistes en sciences de gestion pensent à une démarche endogène. Il faut des solutions endogènes et qui dit solution endogène pourrait aussi penser que l'Afrique doit être vue comme un tout unifié et l'endogénéisation des solutions devrait se faire à l'échelle africaine. Oui, ça peut être une option. Et c'est d'autant plus pertinent que ça pourrait élargir les marchés sur lesquels les productions locales pourraient être basées. Donc oui, c'est une solution, mais je pense qu'une ambition africaine ne peut être viable que si les pays mettent en place des mesures suffisamment efficaces qui soient capables de porter le développement, et c'est à ce titre-là que les États africains pourraient se retrouver. Faut-il considérer le gaz ou le pétrole comme moteur de l'économie du pays pour sortir de cette situation en vue de leur exploitation en 2023? L'affirmative le surprendrait.
Entretien Coin Éco avec Dr Khadim Bamba Diagne, il est économiste et il est l'invité de Mamadou Ndiaye. Entretien signé les deux. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Bonsoir docteur. Bonsoir. Serigne Khadim Bamba Diagne, un nom bien sénégalais. Merci. Professeur, nous vivons une situation assez complexe et le summum de cette complexité, c'est quand le président lui-même, dans une de ses récentes déclarations, annonce au pays que notre économie va chuter de 3% de taux de croissance. Beaucoup ont interprété justement ces propos comme sans doute une déclinaison de notre économie vers probablement plus de récession. Mais avant d'y arriver, entendons-nous un peu sur justement les termes. Est-ce que c'était 3 points de moins ou bien c'est 3% de croissance en moins? Alors, le président veut dire que l'économie va perdre 4 points de croissance parce qu'on avait une prévision de 6,7. Maintenant, on sera entre 2,7% à 2,8% de taux de croissance, pas de croissance économique. Donc c'était juste. Maintenant, avec ce recul effectivement de notre production, il y a possibilité qu'on se rapproche sans doute justement de l'arrêt d'une économie qui est improductive. Ça dépend, parce que le Sénégal a connu depuis, bon, pour revenir sur le terme croissance, d'habitude on utilise souvent croissance à la place de taux de croissance. Parce que la croissance est l'évolution d'un indicateur de dimension pendant une période longue. C'est-à-dire que dans l'histoire économique du Sénégal, on n'a connu qu'une seule croissance économique, entre 1995 jusqu'à 2005. À partir de 2005, le taux de croissance commençait à slalomer, à évoluer en dents de scie, jusqu'en 2015, où nous avons encore enclenché une nouvelle dynamique de croissance. Maintenant, ce que le président parlait, c'est le taux de croissance entre 2019-2020. On le calcule, 2020, la richesse créée en 2020, moins la richesse créée en 2019 sur la richesse créée en 2019 multiplié par 100 pour la pédagogie. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le taux de croissance. On était à 6% par année. Aujourd'hui, on peut attendre une baisse du taux de croissance entre 2,5 à 3%. Mais quand la force de travail est confinée, il est attendu de cela justement une chute de la production. Tout à fait, parce que le grand problème est que l'économie est en confinement, si nous voulons rester dans le vocabulaire des médecins. Donc l'économie est en hibernation. Heureusement, pour la première fois, on a une crise sanitaire qui a impacté sur l'économie. D'habitude, on avait des crises économiques qui impactaient sur les autres secteurs. Ce qui veut dire quoi? C'est l'outil de production n'est pas endommagé. L'outil de production est en hibernation et si on arrive à vaincre le virus rapidement, cela peut nous permettre de rattraper une bonne partie de la perte que nous avons subie au mois de mars et au mois d'avril. Maintenant, la perte est là, donc on peut attendre à avoir, si ça continue jusqu'au mois de mai, on peut attendre à une récession. Lorsque la demande faiblit, est-on en droit de s'attendre aussi à ce que l'offre elle-même faiblisse? Bien sûr, parce que vous savez, l'économie est portée par l'activité. Il n'y a plus d'activité. Et quand il y a une baisse de l'activité, il y a une baisse des revenus, de la production industrielle et des recettes. Et quand les recettes baissent, l'État même, parce qu'on oublie souvent de dire que l'aspect sanitaire est pris en compte par la production économique. Si l'économie ne produit pas, l'État ne peut pas avoir des recettes pour prendre en charge les questions sanitaires. Donc l'économie est en chute et je pense qu'on doit tout faire pour que, quelque part, l'économie continue de soutenir l'aspect sanitaire. Est-on dans une situation de comportement de précaution pour ne dépenser que l'essentiel et l'inessentiel mettre ça à côté? Dans un premier temps, les ménages, oui. Et c'est ce qui pose encore problème. Parce que les ménages rationnels gardent une partie de leur épargne parce qu'on oublie même que les pauvres épargnent. Parce que s'il y a l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas la fin de la crise, les gens préfèrent épargner, garder ou bien dépenser peu. Et si l'économie dépend du niveau de la demande, s'il n'y a pas de consommation, l'économie et la vitesse de l'économie diminue et ce ralentissement-là n'est ni bon pour l'outil de production, ni bon pour le marché, ni bon aussi pour l'État. Alors je rassure qu'on n'est pas dans une période de récession, mais vous pouvez l'affirmer ici et maintenant?
Récession, ça dépend du mois de mai. Mais en tout cas, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, on est en récession. Mais là, si on définit les termes, parce que la démocratie veut qu'on nomme les hommes et les choses par leur nom. Maintenant, la récession, c'est quand l'économie est en ralentissement pendant 3 mois. On est en récession, parce que les économies utilisent les termes des psychologues. Vous entendez récession, choc, crise, dépression, faillite. Et on utilise les mêmes termes que les psychologues. Maintenant, si la baisse dure 3 mois, on parle de récession. 6 mois, on parle de crise. Si ça fait 1 an, on parle de dépression. Mais en ce moment, si ça marche au mois de mai, parce que l'État aussi doit communiquer sur le fait qu'il a mis 1000 milliards, mais les 1000 milliards, c'est dans le court terme. Dans le court terme, et 1000 milliards, c'est 25% du budget de l'État, 10% du PIB. Ce qui veut dire que tous les jours où on ne travaille pas, on perd 50 milliards. 50 milliards sur les 272 jours. Alors, un économiste me disait récemment que peut-être nous ne sommes pas encore en pleine récession parce qu'il faut peut-être un cumul de 2 trimestres pour observer une tendance sur une longue période pour pouvoir apprécier effectivement les effets de la récession. Mais 2 trimestres, c'est une crise. La récession, c'est 3 mois, un trimestre. S'il y a 2 trimestres de baisse, on est en crise. Après 6 mois, on est en dépression. Oui, mais là, vous me mordez la langue parce que quand même, on est en crise sanitaire qui a impacté l'économie. Et du coup, l'économie elle-même, elle est en crise. Tout à fait. Et c'est pour cela que moi, je dis qu'il faut un traitement de choc. Un traitement de choc. Consistant en quoi? Parce que je pense que l'État doit aussi modifier ou bien améliorer sa stratégie. Parce que je vois que la santé, on laisse les autorités sanitaires tous les jours, 5 cas, 10 cas, 15 cas, c'est bon. Mais tous les jours, on perd 50 milliards. Et je vous dis une chose, dans les 1000 milliards que l'État a mis en place, on n'a pas pris en compte la partie la plus importante de notre secteur, le secteur informel. Et le secteur informel, c'est ce secteur-là qui produit l'économie immédiate. Je vous donne un exemple très simple. S'il y avait un baptême dans un quartier, vous allez voir les salons de coiffure, les taximans, la logistique, les bâches et les chaises, musique, tout cela, et le photographe. Tous ces gens-là gagnaient sur un seul événement. S'il n'y a plus d'événements, comment ces gens-là, et les 1000 milliards ne prennent pas en compte ce secteur-là, ça peut être compliqué. Parce qu'il ne faut jamais oublier de dire que rester chez vous est un luxe pour certains. Alors, on est en crise, personne n'en doute. Mais une chose est de vivre la crise, mais autre chose aussi est de s'imaginer sortir de la crise. Est-ce que la Banque centrale, elle fait son job pour justement aider les consommateurs, donc les actifs, à entrevoir donc l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, de lucidité et même peut-être d'espoir? Heureusement, la Banque centrale a réagi le 20 mars en augmentant la liquidité hebdomadaire de 350 milliards. Pour l'ensemble des pays de la zone UEMOA? On était à 4410 milliards. Liquidité hebdomadaire, ça a passé de 4410 à 4750 milliards. Moins de 5 000. Deuxième chose, la Banque centrale a mis 25 milliards pour des fonds de bonification à la Banque africaine de développement pour permettre à cette banque-là de prêter de l'argent aux États à des taux très faibles. C'est pour cela que les 1000 milliards que l'État du Sénégal veut lever, une partie vient de la Banque ouest-africaine de développement. Troisième chose, encore, elle a demandé aux banques commerciales de négocier avec les entreprises pour un tout petit peu revoir les modalités de paiement des crédits ou bien des services qui sont arrivés à maturité. Donc je pense que comme première mesure, c'est suffisant. On attend maintenant d'ici 15-20 jours qu'est-ce que la situation va donner. Oui, mais d'aucuns estiment quand même que c'est un coup d'épée dans l'eau. On prête à des gens qui sont déjà liquides, à la limite même surliquides. Alors, le problème, c'est que le problème des entreprises, si je demande à Mamadou, le problème des chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont des cheveux blancs parce qu'il y a un problème de trésorerie. S'il y a un problème de trésorerie, ce que les banques peuvent faire, c'est accompagner les entreprises. L'État peut aider ces entreprises-là à gérer parce que les entreprises n'ont pas besoin d'aide comme les ménages. Elles ont des problèmes de trésorerie. Quand vous avez un problème de liquidité, il faut qu'on t'accompagne. C'est ce que la Banque centrale a demandé. La relance de l'activité. Tout à fait. Parce que maintenant, le problème, c'est quoi? Si on se laisse dans cette stratégie-là, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Chaque fois 10 cas, 15 cas, et l'économie est là. Parce que c'est l'économie qui produit des ressources pour prendre en charge les questions sanitaires. Moi, je pense que je suis pour, si l'État distribue ses aides sociales, qu'on puisse demander aux Sénégalais un confinement
total pendant une semaine pour situer les foyers de tension afin de laisser l'autre partie du Sénégal commencer à s'activer. La Chine n'a confiné que Wuhan, une petite région, oui. Parce que l'activité économique, c'est plus que ça. Justement, c'est ma question, Mamadou, si vous permettez. Oui, bien sûr. C'est quoi le point d'équilibre entre les mesures qu'on doit nécessairement prendre pour faire face à une maladie, comme le Covid-19, et les mesures à ne pas prendre pour ne pas trop affecter l'économie? Parce que le problème est qu'on est arrivé à un moment où les économistes, les médecins doivent discuter pour chercher ce point-là. Parce que le problème est que depuis 40 jours, le ministre sort, il y a 4 cas, 5 cas, et l'économie est en confinement. Mais le problème est que si l'économie est en confinement, à un moment donné, les agents économiques vont faire des choix. Est-ce que je vais rester chez moi avec la faim ou prendre le risque de sortir et de ne pas choper le virus? Et quand les gens commencent à arbitrer, sortir pour chercher à manger ou rester chez moi, je vous dis, les Sénégalais vont choisir de sortir. Il nous faut changer de stratégie, essayer, on a distribué des vivres, essayer de demander une semaine pour situer le foyer. Vous êtes favorable à un confinement partiel? Mais parce que l'État aussi, s'il met 1000 milliards, en contrepartie, doit attendre quelque chose. Oui, on peut pas, parce que 1000 milliards, c'est l'argent des Sénégalais. Mais 1000 milliards, c'est la production, le PIB mensuel du Sénégal. Donc on ne peut pas mettre 1000 milliards et rien, parce que si ça continue comme ça, si on trouve un nouveau cas aujourd'hui, il nous faut 15 jours encore, on va attendre jusqu'à 5 pour régler ce cas-là, après il y a un autre cas, mais quand est-ce qu'on va terminer? Il faut qu'on change de stratégie. L'enjeu est que cette crise-là ne dure pas. Mais bon, tout le monde se pose la question, comment faire pour qu'elle ne dure pas? Mais je pense qu'il est temps mais si on fait une semaine on va voir les tensions, les foyers de tension. On peut confiner les foyers de tension pour que le reste du Sénégal produise pour ces foyers de tension-là. Maintenant, si on fait comme toujours, 1 mois, 2 mois, quand est-ce qu'on va s'en sortir? Docteur, on a l'impression peut-être que votre voix est une voix discordante. Plus ou moins, parce que tout mon problème est que je pense qu'il est temps que nous autres, les économistes, les médecins, que nous trouvons un point d'entente pour au moins passer quelque part cette crise-là. C'est compliqué, mais quand même l'économie a besoin aussi de respirer. J'ai juste besoin de souligner que Dr Khadim Bamba Diagne est l'auteur d'un livre à paraître prochainement qui s'intitule simplement « La vision économique du mouridisme comme réponse à l'incertitude ». Nous y sommes. Merci Mamadou Ndiaye. Merci Mamadou. Merci Khadim Bamba Diagne. C'est moi qui vous remercie. Vous connaissez le pagne? Il est beau. Il est beau. Ben, on va parler du pagne. Le pagne à travers les âges, le sujet n'a pas échappé à Oussama Monique Sagna avec Augustin Mandan. Au contact avec le corps humain, il perd toute sa banalité, crée une identité, exprime une fierté et sublime la personnalité. Le pagne, ce bout de tissu en écorce battue, fibres tissées de raffia, coton ou matière végétale tressée, il représente un art de vivre et a une valeur culturelle unique pour bon nombre d'Africains, avec toute une histoire autour. Le pagne comme vêtement, il faut dire que dans l'histoire du Sénégal plus particulièrement, ce pagne a été d'abord un objet utilisé autant par les hommes que par les femmes. Donc c'est un objet qui a été asexué à un moment donné et qui est devenu de plus en plus un objet féminin ou féminisé. Donc c'est un objet à la fois d'apparat, puisque si vous prenez des sociétés comme les sociétés ivoiriennes, vous allez voir le pagne du roi et qu'on va retrouver aussi dans certaines traditions sénégalaises. Le pagne aussi a été un objet et aussi un objet cérémonial. On va voir le pagne dans les cérémonies traditionnelles qui va apparaître dans nos cérémonies ici, que ce soit baptême, mariage, etc. Le pagne est ainsi un incontournable dans les rituels et cérémonies avec une fonction hautement sociale, toujours au rendez-vous des grandes occasions de la vie. D'une manière générale, nous accompagne de la naissance à la mort. Ça veut dire qu'à plusieurs occasions de notre vie sociale, nous avons effectivement des moments où nous allons utiliser le pagne. Si je prends la naissance, on connaît déjà la maman qui porte son enfant
par l'intermédiaire d'un pagne. Évidemment, avec un premier petit pagne et puis un deuxième pagne qui est, lui, le plus souvent un pagne tissé. On va avoir aussi des pagnes que l'on va utiliser pendant l'initiation ou les cérémonies religieuses. Si je prends dans la tradition Diola, on a d'abord l'initié, quand il rentre dans le bois sacré, il a un petit pagne qu'il met comme short, on va dire. Donc un pagne qu'il porte pour rentrer dans le bois sacré. On a le pagne ou les pagnes qu'on va utiliser autour du mariage, que ce soit des pagnes de couleur blanche ou des pagnes tissées. Attacher un pagne est un art qui s'apprend en famille et dès le plus jeune âge, car il faut savoir bien amarrer son pagne selon l'occasion. Selon l'utilisation que l'on veut faire du pagne, selon l'espace dans lequel on se situe, on va utiliser ce pagne différemment. Donc et la manière avec laquelle le pagne va être noué, la particularité du pagne que l'on va utiliser dit quelque chose du lien social, dit quelque chose de la relation que les individus ont avec leurs semblables, ça veut dire en vie, en société, mais dit aussi quelque chose de l'aspect cérémonial et de l'importance du pagne dans, ici, le lien social. Quoi qu'il en soit, il faut comprendre que le pagne est à la fois un objet de la vie courante, mais c'est aussi un objet qui rappelle notre lien avec les autres, avec la communauté. Selon que l'on appartienne à une communauté sociale, on va avoir des pagnes différents. On va parler du pagne Diola, on va parler du pagne Manjak, on va parler du pagne Serer, on va parler du pagne Halpula. De toute manière, on ne saurait parler de pagne sans y associer l'image de la femme. Elles sont celles qui savent le mieux en faire usage, ce qui rend nostalgique Mas, l'interprète de Wodo Wodo. Bon, d'abord, c'est parti d'un constat. Effectivement, j'ai eu à voyager dans la sous-région, Togo, Abidjan, Bénin, Burkina. J'ai fait le constat, je me suis rendu compte que dans toutes ces grandes villes, les femmes se déambulent avec des pagnes, naturellement. Tu vois, vous les voyez naturellement. Alors, à Dakar, je me suis permis de compter et je dis que c'était très rare. Alors, qu'est-ce qui a causé ça? Alors que le pagne, vraiment, c'est un outil vestimentaire de mode, mais aussi de culture. Parce que si on retrace depuis la naissance jusqu'à la mort, le pagne nous accompagne. Alors, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui a fait que le pagne maintenant a disparu à Dakar et au Sénégal? Et c'est pourquoi j'ai fait le son. Bon, pas grand changement. Mais je pense que de plus en plus, les filles maintenant, elles reviennent à leur habit culturel. Elles se mettent du moins en boubou traditionnel. Présent dans toutes les communautés africaines, le pagne ne saurait être réduit en une simple étoffe. Il est un moyen d'expression réunissant us et coutumes, croyances et traditions, possède une quintessence et a une histoire en Afrique. Bonsoir, Oussama Monique Sagna. Bonsoir, Mamadou. Dans le prolongement de votre reportage, existe-t-il une façon uniforme de porter le pagne? Il n'y a pas une façon uniforme de porter le pagne. Le pagne étant généralement rectangulaire, ça nous permet de le nouer à notre façon. Et la façon dont les femmes mettent le pagne au Sénégal est différente au Nigeria ou en Côte d'Ivoire. D'habitude, ici, on prend le bord gauche pour le mettre sur le bord droit, selon qu'on soit droitière ou gauchère. Et il y a une ceinture, des lanières qui nous permettent de l'attacher très facilement. Ces lanières même servent des fois de porte-monnaie aux vieilles mamans et d'utiliser ces lanières comme porte-monnaie. Si vous allez par exemple au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, les femmes mettent le pagne en mettant un nœud sur le côté ou devant. C'est une autre façon de mettre le pagne et ça donne l'impression d'une jupe. Donc il y a une multiple façon de nouer son pagne. La seule convergence quand on met un pagne, ce n'est pas, c'est faire tout pour que le pagne ne lâche pas. Parce qu'un pagne qui lâche en public a plusieurs interprétations. Donc on peut nouer le pagne selon sa convenance, mais la condition, c'est pas que ce pagne ne lâche pas en public. Oui, et il paraît qu'il y a un langage des pagnes.
Oui, le pagne nous parle, le pagne apporte un message, même s'il est aujourd'hui très rare de voir des jeunes capables de déchiffrer le pagne. Oui. Il y a un message que le pagne véhicule en lui-même là, mais la façon aussi de le mettre colporte des messages. C'est-à-dire, dans quelques sculptures noires, une femme qui met 2 pagnes superposés est un cœur déjà pris. Une femme qui met un pagne attaché à la taille est un cœur à prendre. Même les motifs sur les pagnes et les couleurs véhiculent des messages, surtout sur des pagnes comme le bogolan. Les motifs ne sont pas que de l'ornement, ça véhicule des messages. La couleur blanche sur un pagne, ça veut dire que ça interprète la paix. Ça véhicule la paix, le rouge, l'honnêteté, le jaune, la fertilité, le bleu, le pouvoir. Donc, rien n'est anodin sur le pagne. Très bien, bon à savoir. Quelle place occupe alors actuellement le pagne dans les tendances vestimentaires ? Le pagne, autrefois, était un motif de rejet de certaines cultures africaines dans les périodes sombres de l'esclavage. Aujourd'hui, le pagne occupe une grande place. Le pagne est partout. Même la façon de mettre le pagne a changé. Le pagne n'est plus une étoffe qu'on peut nouer à la taille ou bien utiliser. Ça sert de matière à la haute couture. Vous trouverez le pagne dans les podiums, dans les grands podiums de mode. Les créateurs se sont appropriés du pagne. De ce fait, il y a même certains pays qui se mettent à labelliser leur pagne, comme le Faso d'Anfani du Burkina, parce que le pagne est actuellement à la mode. Vous allez voir la coque du téléphone, il y a du pagne dans ce coque. Vous allez voir aussi d'autres matières associées au pagne. Ce que vous portez? Dans ce que je porte, c'est du pagne tissé avec un autre tissu qu'on a patché. Donc le pagne actuellement est partout et on peut l'utiliser de diverses façons. Vous savez nouer le pagne? Oui. Sûr. Certain. Très bien, on verra. 19h45, Adama Anouchkaba, bonsoir. Oussama Monique Sagna te transmet le pagne. Bon journal. Merci beaucoup Mamadou et bonsoir et bienvenue à tous. Le journal que nous démarrons avec le chiffre du jour, 2 nouvelles contaminations au coronavirus sur un total de 104 tests effectués. Il y a aussi 19 patients déclarés guéris ce dimanche. Le point du jour tout de suite avec le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Sur 104 tests réalisés, 2 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. Ce jour, 19 patients hospitalisés sont déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 280 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 171 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 106 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Après le ministre de l'Enseignement supérieur qui réfute toute idée d'année blanche, son collègue de l'Éducation nationale emboîte le pas. Devant le jury du dimanche, Mamadou Talla a fait savoir que le calendrier scolaire peut toujours être réorganisé. De plus, les enseignements continuent grâce au e-learning, l'enseignement en ligne. Explication chez Hassan Fall. Le 14 mars dernier, le chef de l'État ordonnait la fermeture de tous les établissements d'enseignement du pays pour 3 semaines pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Entre-temps, la durée de fermeture a été prorogée jusqu'au 4 mai. Toutefois, l'État du Sénégal se veut optimiste et ne songe pas à invalider l'année scolaire. Les examens auront lieu comme prévu. L'année n'est pas du tout blanche, ne sera pas du tout blanche parce qu'on n'est pas dans cette dynamique. Jusqu'aujourd'hui où on parle, en fonction du quantum horaire de ce qui a été déjà fait durant cette année, nous sommes en possibilité de revoir notre calendrier. On pourrait, au lieu de tenir nos examens au mois de juin ou au mois de juillet, les décaler jusqu'en fin juillet. C'est un décret qui va le réaménager et Inch'Allah, nous pourrons aller vers nos examens, vers la validation des passages. Pour éviter aux élèves de désapprendre, le ministre de tutelle a mis en place un très large dispositif d'apprentissage pour continuer les cours en dehors des salles de classe. On a mis en place
le système qu'on appelle apprendre à la maison. Apprendre à la maison, on s'appuie uniquement que sur du numérique. Le ministère de la Culture nous a attribué un canal télévision uniquement réservé à l'éducation sous toutes ses formes. Nous avons encore mis en place un système de photocopie de l'ensemble des cours qu'on voit sur le site. Confiant de la réouverture très prochaine des écoles, le ministre de l'Éducation nationale informe d'une rencontre ce mardi entre les 3 ministères en charge du secteur éducatif pour revoir la manière dont les évaluations devront se faire pour le bien de l'école sénégalaise. L'État envisage de remettre une enveloppe d'1 milliard de nos francs au Dara en guise de soutien. Une annonce du ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla, toujours devant le JDD. Et je vous propose de regarder cet extrait de l'entretien. Le président avait décidé qu'on mette tout de suite dans ces Dara dits modernes 331 millions en termes de nourriture, etc. Ça, c'est déjà derrière nous. Oui. En dehors de ça, nous sommes en train également, à travers tous les autres Dara, de mobiliser plus de 500 millions également, uniquement en termes de nourriture pour les accompagner. C'est presque 1 milliard que nous sommes en train de mettre au niveau de ces Dara, 330 et quelques, plus 500 également qui arrivent, millions, pour accompagner ces maîtres coraniques. Mais tout ce qui est Dara moderne, tout ce qui est officiel, ça n'existe plus, c'est fermé comme les écoles. Et cette mise en garde de Sénégalais à faible revenu, si le confinement total est appliqué, ils risquent de mendier pour vivre. Ces citoyens subviennent aux besoins de leur famille au quotidien. Et voici le reportage de Mamadou Lamine Fati. Ils sont taximans, gargotières, vendeurs de café ou de beignets. Tous sont soutien de famille. Un confinement total les plongerait dans le gouffre. réew mi dafa toll foo xam ne métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop liggéey amul jaay bi tamit demeewul noonu mu bëgg a def consommation totale. Actuellement, on vit difficilement. Il n'y a pas de travail dans ce pays. On ne fait que se débrouiller. Même le commerce ne marche plus. Donc si, avec le confinement total, nous risquons vraiment de vivre difficilement. Tout ce que nous faisons, c'est juste pour s'en sortir. Et moi, actuellement, je ne vais pas tendre la main pour demander de l'aumône. Moi, je ne sais que travailler. Donc, avec le confinement total, ce sera vraiment difficile. Cette personne a tout laissé au village. Il compte sur son travail pour faire vivre sa famille. Avec un confinement, il ne saura quoi faire. Parce que Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont fermé leur lieu de travail parce qu'ils ne voient plus de clients et ils ont épuisé leur économie. Il y a les propriétaires de maisons qui sont là à attendre leur loyer. C'est possible de faire un couvre-feu, mais il faut accompagner les gens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu me donnes quelque chose à manger pendant un mois, mais je ne sortirai plus. Ou bien tu ouvres les portes des autres régions pour que je puisse rentrer. Parce que moi, je n'habite pas ici et je suis en location. Même pour manger, c'est difficile pour moi parce que les restaurants ne s'ouvrent plus. Donc c'est vraiment difficile. Mais pour moi, un problème là, parce que donc avec maintenant. Cet homme est vendeur de café Touba. Depuis le couvre-feu, il n'arrive plus à trouver un client. En cas de confinement total, il risque de tendre la main. Tu as vu, ces temps-ci, mon commerce ne marche plus. Même pour vendre 2000 francs, c'est tout un problème. Alors que tu as 2 femmes. Et toutes ces dépenses-là résident sur tes épaules. Tout cela, je le prends sur la vente de ce café. C'est vraiment difficile. Des cas communautaires qui s'augmentent au jour le jour, des comportements qui tardent à changer, autant de situations qui pourraient pousser à un confinement total. Une situation qui risque de causer des désagréments à la population de la banlieue, qui attend un accompagnement de l'État au cas où cette décision serait prise. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati pour cette correspondance. L'impact du coronavirus sur l'économie mondiale, le principal sujet de discussion dans l'air du temps de ce dimanche. Le sociologue Ibrahim Madja estime que la pandémie a remis en cause le système économique mondial. Son co-débatteur, l'économiste Seydi Ababakardien, pointe à un système beaucoup trop capitaliste. La synthèse de l'émission avec Mamadou Gaïkassé.
Tout le système économique mondial est remis en cause par le coronavirus. La demande est nettement supérieure à l'offre du fait de l'arrêt des productions dans la majorité des pays touchés, fait remarquer cet expert des questions de développement et de stratégie de protection sociale. Le chômage galopant est l'autre parfaite illustration à ses yeux. La Chine est l'usine du monde. Même en Europe, les gens ont cessé de produire. C'est évident qu'après la reprise, l'offre sera inférieure à la demande. Et cela peut jouer sur les prix, peut faire augmenter les prix, mais c'est une opportunité à saisir pour modifier les rapports entre les pays. C'est le même constat fait par son vis-à-vis économiste. Le directeur du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pense même que le mal est pire ici en Afrique qu'ailleurs. C'est la position de nos économies parce qu'on a des économies qui sont insérées au niveau mondial avec une position vraiment handicapante en fait, parce que c'est une position qui n'est pas une position qui pourrait nous permettre en tout cas de se protéger davantage en situation de pandémie, donc de crise sanitaire, mais aussi de crise économique de manière générale. Il parle d'un problème de système axé principalement sur le capitalisme au détriment de l'économie réelle. Les solutions que proposent les pays industrialisés, qui reposent sur un soubassement néolibéral, privilégient davantage les détenteurs de ces titres financiers en général que le citoyen lambda, donc pour ainsi dire. Ce gap-là, en fait, ne fait que creuser davantage les inégalités, aussi bien dans les pays développés que dans nos pays. Au sortir de cette crise sanitaire d'envergure internationale, le monde doit être repensé autrement, conseillent ces experts. Des stratégies de résilience sont indispensables pour prévenir toute calamité ou catastrophe de l'ampleur du Covid-19. Et dans le reste de l'actualité, journée de Pâques, mais ce n'est pas la grande affluence dans les pâtisseries à cause du coronavirus. Un gros manque à gagner cette année pour les responsables de ces boutiques. Voici le reportage de Abdourahmane Li et Mafalfal. On est Pâques, synonyme aussi de pâtisserie pour un rendez-vous inoubliable en famille. Dans cette pâtisserie au point E, les clients se font désirer. Ce n'est pas encore le grand rush. Donc nous avons la communauté catholique qui vient acheter des gâteaux par compte-gouttes. On doit attendre jusqu'à la fin de la journée pour vraiment savoir le taux d'achat qu'on aura dans la journée. Bon, avant, en pourcentage, ça a beaucoup diminué à cause du coronavirus, mais nous maintenons un cap. Effet coronavirus, nous dit cet habitué des lieux. Mohamed Nir rembobine et revient sur les précédentes journées de Pâques. Oui, il y a une très grande différence parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui il devait y avoir par exemple 10 personnes au niveau de la pâtisserie, aujourd'hui tu en vois par 2 ou par 3. Donc ça montre vraiment que les gens font très attention à cette maladie et ça travaille beaucoup l'esprit en fait. Et dans ce contexte pandémique, justement, les responsables des pâtisseries ont pris les devants. Interdit de toucher l'argent des clients, les vendeuses sont munies de gants et de masques pour être en phase avec les mesures des autorités sanitaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous dans un court instant, la suite de la totale avec Mamadou Ibrakan. Merci Adama, bonsoir. La rubrique Le diplomate Papa Demba Thiam est à l'honneur ce soir. Il est économiste sénégalais vivant en Suisse, ancien fonctionnaire à la Banque mondiale. Bonsoir Papa Demba Thiam. Bonsoir Mamadou, bonsoir à tous vos auditeurs. D'abord, comment vivez-vous le confinement en Suisse? Bon, vous savez que la Suisse a été l'un des premiers pays à être confiné, mais un confinement qui est d'une certaine manière volontaire, en suivant les préceptes et les recommandations du Conseil fédéral et des cantons. Et on a compté plus sur la discipline et le civisme des Suisses et de leurs invités. Et cela a eu un impact là, visible sur la gestion de la maladie du coronavirus? Ah oui, clairement. Vous savez, la Suisse a été assez surprise par le fait de n'avoir pas très vite considéré la connexion qu'il y avait avec l'Italie du Nord et le Tessin, la Suisse italienne,
Parce que 33% des travailleurs sont des gens qui viennent tous les jours du Tessin de l'Italie. Or, vous savez que la Lombardie est un autre centre de croissance multipolaire lié à la Chine, et ce qui explique la propagation de la maladie sur les chaînes de valeur et les chaînes logistiques. Donc, c'est venu en Suisse, et le Conseil fédéral a été surpris au début, mais dès qu'on a compris de quelle manière on pouvait remonter les chaînes de valeur, déterminer des grappes et suivre la relation entre ces grappes, il a été beaucoup plus facile d'opérer des interventions le long de ces chaînes de valeur et de ces grappes. Donc, on n'a pas fait de confinement à manu militari comme ça se fait dans des pays comme la France. Oui, et aujourd'hui, justement, dans certains pays, on parle même de déconfinement possible. Et est-ce que vous êtes encore à ce stade en Suisse? On en parle, mais vous savez, le gros problème qu'il y a pour la plupart de ces pays, c'est que les premiers qui ont compris comment la maladie se propageait et comment elle contaminait leurs économies, ont été les premiers à réagir pour se déconfiner en libérant leurs outils de production industrielle et leur économie. Donc ça pose un nouveau problème de concurrence entre puissances maintenant, où les gens se rendent compte que s'ils ne déconfinent pas assez rapidement, ils ne déverrouillent pas leurs forces productives, ils ne libèrent pas leurs énergies, et ils seront bâtis dans ce qui va être une nouvelle compétition de l'après-Covid-19. Oui. Mais en Suisse, dans la mesure où l'appareil de production n'a pas été terriblement atteint, parce que la plupart des chaînes de valeur ont été internalisées par la recherche d'un label suisse, nous n'avons pas beaucoup extraverti donc la production, ce qui fait que, tout comme l'Allemagne, nous sommes dans une position de force pour redémarrer l'économie d'une manière beaucoup plus conséquente. Oui, et vous me tendez la perche, Papa Demba Thiam, puisque vous êtes économiste, ancien fonctionnaire international, vous avez travaillé à la Banque mondiale. Les institutions financières internationales sont-elles à la hauteur du combat contre le coronavirus, Papa Demba Thiam, à votre avis? Bon, je ne voudrais pas faire de jugement péremptoire. Vous savez que mon problème, c'est surtout la bureaucratie de ces institutions internationales. Prenez un exemple. La région Afrique, le chef économiste vient seulement le 10 avril de donner l'analyse de la Banque mondiale sur les conséquences économiques du coronavirus en Afrique. Mais ça fait 3 mois que cette épidémie est en train de courir. Si le président Macky Sall avait attendu que la Banque mondiale, ses fonctionnaires lui disent comment faire pour le Sénégal, il n'aurait pas pris les mesures courageuses qu'il a pu prendre. Il n'aurait pas été aussi capable de mobiliser toutes les forces vives du pays pour pouvoir développer une réponse massive qui est à saluer. Et je vous assure que je ne boude pas mon plaisir d'apprendre prize, comme on dit, d'apprendre d'être content d'être Sénégalais. Maintenant, la grande question qu'il y a, c'est que même quand la Banque mondiale et le Fonds monétaire international proposent des réponses, ces réponses ne sont pas argumentées. Par exemple, je suis certain que cette publication de la Banque mondiale sur les conséquences économiques, qui ne date que du 10 avril, est dépassée en termes de paramètres. Alors, si vous permettez, puisque vous faites allusion à ce rapport de la Banque mondiale qui dit que la récession en Afrique pourrait être comprise entre 2,1% et 5,1%, tout en précisant que la pandémie met à rude épreuve les économies du monde entier. Il faudrait qu'ils nous montrent comment ils sont arrivés à déterminer les 2,5%. C'est encore des calculs algébrico-macroéconomico-mécaniciens. Je vous donne un exemple. C'est compliqué tout ça. Non, justement. Oui. En termes plus simples, oui. C'est de l'alchimie. Ce n'est basé sur aucune analyse, sur aucune modélisation. D'abord, la Banque mondiale, le Fonds monétaire ont toujours ignoré le dynamisme du secteur informel dans nos pays, qui représente pour 90% de leur économie. Alors, la croissance n'a jamais été déterminée dans ces secteurs. Or, c'est cette croissance-là qui n'est pas mesurée par les agrégats macroéconomiques qui détermine notre sort à nous. Quand on dit une économie est forte, c'est une économie qui est capable de produire des opportunités économiques et de les faire transformer par ses acteurs. Ce que le secteur informel fait. Les gens vont être extrêmement surpris avec l'Afrique. Parce que depuis que la pandémie a été déclarée, les Africains qui comprennent le système socio-économique
ont compris en luttant contre les épidémies comment faire les luttes sanitaires et ils ont aussi compris là où leurs économies pourraient être atteintes. Et ça, ce sont des éléments qui n'ont pas été pris en compte par tous les gens qui nous disent que ce sera des catastrophes, on va mourir par millions. Une chose est claire, notre économie est extravertie, elle est fragile, elle connaît des vulnérabilités verticales. Ces vulnérabilités vont être amplifiées par l'effet de la contamination économique du Covid-19, mais nous nous en releverons beaucoup plus rapidement que beaucoup de pays parce que nous ne connaissons pas la rigidité et l'ossification des structures économiques qui seraient assez rigides pour nous permettre de nous reconvertir. Alors, nous avons donc cette flexibilité et aujourd'hui, la même dynamique que le président Macky Sall a empruntée pour réunir toute la nation autour de lui, il devrait l'amorcer pour nous permettre d'inventer, de réinventer notre économie par de l'expertise africaine parce que les solutions doivent venir d'Afrique pour les proposer aux institutions financières pour nous aider à les financer. Oui, et le président Macky Sall qui lance un appel dit de Dakar, c'est-à-dire l'annulation de la dette publique des pays africains et le rééchelonnement de la dette privée. Quelles sont les chances pour le président du Sénégal d'être entendu par les bailleurs multilatéraux et bilatéraux? Vous savez, il faut faire la différence entre ce qu'un chef d'État dit quand il est dans son rôle de faire un appel. Il est clair qu'il a dû déjà parler avec les dirigeants de ces organisations. Mais en faisant un appel de cette nature, il joue beaucoup plus sur l'effet de sensibilisation par rapport à notre situation. C'est clair que le service de la dette était déjà un problème pour nous. Mais lorsque nous ne pouvons plus mettre en branle notre machinerie économique pour pouvoir sécréter et générer des ressources pour rembourser la dette, le poids de cette dette devient un fardeau. Même le pape, aujourd'hui, que j'ai écouté dans son homélie de Pâques, a plaidé pour l'annulation, voire la réduction de la dette. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce qui est Donc c'est un appel qui peut avoir un écho. Disons que c'est un appel qui prend le monde à témoin. Et ça, de ce point de vue, c'est important qu'il le fasse. Parce que aujourd'hui, si l'Afrique est laissée dans l'enlisement au moment où les grandes puissances elles-mêmes sont en train de remettre en question le mode de globalisation qui a mis notre économie à genoux, rien que parce qu'un virus a été éternué depuis la Chine et s'est propagé, ces gens-là comprennent que si l'Afrique est laissée à son sort alors qu'elle recèle l'ensemble des matières premières sur lesquelles relancer la croissance mondiale en redistribuant les cartes, ça pourra impacter tout le monde. Oui. Donc aujourd'hui, paradoxalement, l'Afrique est en meilleure position de pouvoir renégocier son articulation à l'économie mondiale et ses relations avec ses partenaires. Donc de ce point de vue, l'appel de Macky Sall, l'appel du président Macky Sall, comme l'appel de beaucoup d'autres leaders, peuvent avoir une portée symbolique. Très bien. Alors, Papa Demba Thiam, il y a une polémique qui ne vous a pas échappé. On en a parlé dans notre entretien juste avant d'être à l'antenne. C'est qu'il y a un début de polémique entre les États-Unis, la Chine, l'OMS, chacun semblant accuser l'autre, ou parfois carrément, d'être responsable de la propagation de la maladie. Quelle est votre analyse de cette passe d'armes? Écoutez, j'ai même lu aujourd'hui dans la Libre Belgique un article qui disait que le gouvernement chinois était en train de faire du lobby auprès d'officiels allemands pour demander que l'Allemagne puisse raconter que la Chine a bien fait, a aidé l'Europe, ainsi de suite. C'est une bataille d'image, ça c'est clair. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est que les puissances occidentales ont été humiliées. Elles ont été humiliées et par la Chine et par les pays émergents, les pays à marché émergent, qui eux ont compris comment fonctionnait la globalisation parce qu'ils en ont profité avec la délocalisation des entreprises chez eux, mais en ayant compris comment fonctionnait la globalisation et comment leur économie était articulée comme producteur pour l'économie mondiale, ils ont été capables de tracer sur le plan sanitaire la maladie et ne pas faire des confinements massifs. Ils ont été aussi capables de se positionner en sauveur économique parce que tout 80% de la production de masse
vient aujourd'hui en Chine. Donc, de la même manière que Bruno Le Maire dit qu'il va relocaliser des entreprises stratégiques en France, dans le même temps, il est obligé de se battre sur des stocks de masques ou de produits sanitaires que produit la Chine. Alors, c'est clair que ça fait mal un peu à l'estomac des Américains quand ils se rendent compte qu'apparemment, on n'a pas dit toute la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour la Chine, hein. C'est dans plusieurs pays où on n'a pas dit tout le temps la vérité, parce que les politiques avaient peur de dire la vérité et de montrer qu'ils n'avaient pas maîtrisé la chose. Regardez dans le cas de la France. Tantôt, on nous dit que si vous portez des masques, on vous arrête parce que ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, on dit que tout le monde doit porter des masques. La vérité, c'est qu'ils n'étaient pas préparés à en fabriquer. Donc, aujourd'hui, les Américains sont humiliés, sont choqués. Ils se rendent compte que les Chinois sont en train de prendre le devant alors que tout le monde veut déconnecter par rapport à la relocalisation. Et naturellement, la bataille d'image fait rage parce que la Chine aussi n'a pas envie d'être vue comme le fabricant de virus. Oui, et l'OMS dans tout cela, dans cette passe d'armes, dans cette guerre entre puissances, est-ce que vous sentez véritablement l'Organisation mondiale de la santé ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment qu'elle est dépassée? Je ne dirais pas qu'elle est dépassée, je dirais qu'elle s'est bureaucratisée. C'est comme avec mes ex-collègues de la banque ou même les gens du fonds. Vous trouvez des talents extraordinaires là-dedans. Mais dès que vous les mettez dans le cadre d'une bureaucratie, vous subissez la hiérarchie de la bureaucratie, les procédures, et c'est paralysant. Regardez par exemple aujourd'hui, les pays qui sont sortis le plus de cette affaire, c'est les pays qui ont une décentralisation très avancée. L'Allemagne est un pays fédéral. La Suisse est un pays fédéral. Et là où il y a la décentralisation de l'initiative, de la programmation et de l'action, vous avez beaucoup plus de souplesse pour réagir. Mais dans une organisation qui est bureaucratisée, comme la Banque mondiale ou l'OMS, lorsque vous voulez réagir, vous devez passer plusieurs échelons, plusieurs filtres, et pendant ce temps, les données sur le terrain changent. Donc l'OMS, son directeur général, a dû lire des communiqués qui lui ont fourni au-delà d'une chaîne de remontée des informations. Entre le moment que l'information est reçue, l'information est traitée, elle a circulé, le moment qu'il prononce quelque chose à la télé, les données de cette information ont déjà changé. Et c'est la raison pour laquelle l'OMS a donné des positions extrêmement contradictoires. Et des bureaucraties comme celle de la France ou d'autres, pour ne pas faire de jaloux, ont répété exactement les mêmes consignes de l'OMS sans se rendre compte que l'OMS était devenue une bureaucratie. Très bien, notamment sur la question de la chloroquine, par exemple. Alors, Papa Demba Thiam, on va finir cet entretien sur les solutions de sortie de crise. Ma question est de savoir dans quelle mesure l'Afrique pourrait jouer un rôle, peser en tout cas d'un certain poids dans cette sortie de crise. De toute façon, il faudra sortir de cette crise, n'est-ce pas? Alors moi, je fais un appel au président Macky Sall et à tous les chefs d'État d'Afrique pour qu'ils se rendent compte que si nos vulnérabilités étaient connues, la crise a démontré que nous étions encore beaucoup plus vulnérables. Mais la crise a montré aussi que nous, Africains, nous comprenons la socio-économie du fonctionnement de nos systèmes et structures, et que si nous sommes capables de nous réunir autour d'un idéal commun, parce qu'une nation, c'est une communauté de destin, nous pouvons rebâtir nos économies. La crise a aussi montré que les solutions sont des solutions africaines, même si le financement peut être extérieur. Par contre, nous avons toujours eu des ressources pour développer une croissance endogène, en bâtissant des centres de croissance multipolaires et intégrer nos économies par des chaînes de valeur continentales, régionales et sous-régionales. Nous devrons donc tous travailler à l'avènement d'un même modèle qui permettra de distribuer des potentiels de croissance intégrés et complémentaires au niveau de l'espace économique africain. Cela ne nous empêche pas de coopérer en partageant des gains sur les chaînes de valeur avec les pays occidentaux qui sont nos partenaires, mais nous devrions faire en sorte d'internaliser le maximum de ces chaînes de valeur pour créer une croissance résiliente qui résiste au choc et qui permette la participation du plus grand nombre de personnes africaines
à nos économies. Merci beaucoup, Papa Demba Thiam, économiste et ancien fonctionnaire à la Banque mondiale. Il est 22h13 chez vous, en Suisse, n'est-ce pas? Merci, Papa Demba Thiam, et bonne soirée. Exactement. Merci, merci beaucoup. Très bien. Le coronavirus a presque tout désorienté, nous avons même quelque peu perdu le nord, mais nous avons quand même pu retrouver sur la carte Saint-Louis. Saint-Louis se trouve au nord du Sénégal et le débat là-bas, c'est le respect de la distanciation sociale qui est encore un grand défi. Certaines scènes n'ont pas échappé à la caméra d'ITV. Momar Alisnian, Aletiam, reportage. Le nombre croissant de cas communautaires inquiète. L'autorité administrative renforce les mesures restrictives, mais dans certains endroits, les populations ne semblent pas conscientes des risques. C'est le cas au quai de pêche de Djamalai. Ici, il est quasi impossible de respecter la distanciation sociale. C'est un lieu fréquenté par des gens qui gagnent leur vie au jour le jour. C'est pourquoi il faudrait des mesures d'accompagnement pour y interdire les rassemblements. Face à la situation, l'autorité administrative a récemment convié les responsables des lieux pour les sensibiliser et leur annoncer la nouvelle disposition de fermeture du quai de pêche à partir de 18h. À partir de 6h, le préfet nous a demandé de quitter le quai de pêche à partir de 18h et l'URPAS va continuer d'accompagner les autorités dans la sensibilisation. De son côté, la mairie a également pris ses responsabilités en enlevant sur les lieux tous les abris des gargotes et autres petits commerces. Aujourd'hui, avec ce week-end, on est en train de faire partir c'est ce qui n'était pas, qui ne faisait pas du commerce de poissons. Et maintenant, à partir de lundi, on va solliciter par exemple l'apport du préfet avec les forces de police pour faire sortir vraiment ce trop-plein-là dont vous parlez. À côté des marchés qui constituent un véritable casse-tête, le transport hippomobile également mériterait d'être régulé. Les charrettes prennent maintenant jusqu'à 6 passagers. Avant-hier, on a vu une charrette avec 5 personnes assises et 3 enfants derrière. Pour faire face à cette situation, la commune de Saint-Louis dit compter sur l'appui des autorités. Les charrettes ne prenaient que 2 passagers et le conducteur. Aujourd'hui, on est dimanche. Peut-être il profite de l'absence de ces forces de l'ordre pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais je vous dis aussi qu'avec les charrettes aussi, vraiment, on a pris ces dispositions. Et avec les charrettes et avec les clandos, peut-être il se pose un problème d'application. On va veiller plus pour qu'au moins que ces dispositions prises par le Michel le gouverneur soient exigées au mieux. Devant la gravité de la situation, espérons que les populations vont désormais se conformer aux directives des autorités pour stopper la propagation de la COVID-19. Le coronavirus est plus qu'une célébrité mondiale. Il aura tout de même révélé certaines personnalités, notamment dans le monde médical. Parmi les stars chez nous, Dr Abdoulaye Bousso, ce coronavirus a totalement bouleversé sa vie professionnelle. Dr Bousso, 47 ans, une tranche de vie qui mérite d'être racontée, et c'est Omar Khan et Pape Mafalfal qui se prêtent à l'exercice. Un conseil, quand vous avez rendez-vous avec Dr Bousso, il faut y aller vite, très vite. L'homme n'a plus une seule minute pour lui depuis le 2 mars, date à laquelle le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus. Entre réunions et appels téléphoniques, l'agenda du directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire est complètement bouleversé. 6h du matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner et je file directement au bureau parce que nous avons une réunion qui commence à 8h et c'est quand on dit 8h, c'est 8h pile. Donc tous les matins, en tout cas du lundi au vendredi, nous avons une réunion entre 8 et 9. Donc c'est une réunion que nous tenons ici. C'est la réunion de mise au point de situation. Et pendant le week-end quand même, on décale un peu la réunion.
à 10h et on tient encore la réunion d'1 heure. Donc voilà. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de téléphones. C'est assez... J'avoue qu'il y a une pression qui est assez forte. Cette situation a complètement bouleversé nos emplois du temps. Nous travaillons vraiment en feu continu, c'est tous les jours. Moi, j'avoue qu'il m'arrive d'avoir, je ne me rappelle même plus quel jour on est, parce que tous les jours sont les mêmes. Nous avons les mêmes activités tous les jours. Une pression qui l'éloigne un peu de sa famille. J'arrive souvent tard, peut-être d'autres parents, d'autres enfants sont contents. J'entends certains de mes collègues me dire que leurs enfants sont très contents parce que les parents rentrent très tôt à la maison. Ils sont obligés d'y être à cause du couvre-feu. Nous, ce n'est pas le cas. Nous travaillons un peu plus, mais voilà, c'est un sacerdoce, c'est un engagement que nous avons fait et nous avons l'obligation d'accomplir notre mission. Mais c'est bien ça qui passionne Dr Bousso, être au front, être sur le terrain pour des actions humanitaires et être au service des autres dans des lieux de catastrophe. Ce qui peut me manquer, c'est les opérations de terrain comme dans l'humanitaire. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. S'il y a quelque chose qui me manque, c'est ça. C'est d'être déployé en situation d'urgence, aller quelque part dans un environnement précaire, opérer. Et on voit vraiment ce qu'on peut apporter à ces personnes. Et c'est de l'humanitaire, c'est du volontarisme et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'aime bien le terrain, j'aime bien l'action et donc j'ai travaillé avec Médecins sans frontières. Pendant le tremblement de terre, j'étais en Haïti en tant que chirurgien pour opérer lors de cette catastrophe, même pendant la situation post-électorale en Côte d'Ivoire. Donc j'ai été avec MSF pour prendre en charge les blessés là-bas, également au Nigeria. Donc j'ai eu à séjourner dans ces zones. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Le terrain, l'action humanitaire, c'est assez stressant, c'est assez pesant, mais ça vous renforce. Diplômé en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Abdoulaye Bousso s'est spécialisé en gestion des catastrophes, en chirurgie orthopédique et traumatologique et en gestion et finances publiques. Après un bac obtenu au lycée Seydou Nourou Tall, un parcours qui l'a conduit jusqu'ici au centre des opérations d'urgence sanitaire. Les concours de circonstances m'ont fait rentrer dans le cabinet du professeur Amari Kolsek comme conseiller technique. Et c'est là-bas un peu que ma carrière a basculé un peu. J'ai quitté les soins. J'avais continué un peu à cumuler les soins et le cabinet, mais après c'était difficile. Opérer des malades, ne pas les voir, consulter une fois sur deux. Donc finalement, j'ai pris l'option de basculer dans ma carrière et de basculer dans la santé publique, principalement sur la gestion des urgences et catastrophes. Et c'est après que le centre a été mis en place. Le ministre m'a demandé à l'époque de diriger ce centre. Et maintenant, je me suis complètement mis dans la gestion des urgences et catastrophes. Je me suis spécialisé. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'y travaille. J'ai l'opportunité d'aller même soutenir d'autres pays dans la mise en place de leur centre de gestion des urgences, dans la mise en place de leur stratégie de gestion des urgences. Donc voilà, je suis à... Une confidence, si vous voulez voir Dr Abdoulaye Bousso un vendredi soir, allez au terrain Sacré-Cœur, le foot, une de ses plus grandes passions. Portrait d'un animal après l'homme. Le chat est justement un bon compagnon de l'homme. On peut même d'ailleurs penser que c'est le chat qui a apprivoisé l'être humain. Kessendour nous en dit davantage sur ce petit félin. Le chat et l'homme, une relation sur un air de « je t'aime, moi non plus ». Les images d'Augustin Mandan, regardez. On en trouve des gros, des petits, des mignons et des bagarreurs. Ils font la sieste dans nos cours et errent dans les rues. Les chats sont partout. Il semblerait même qu'ils cohabitent avec l'homme depuis la nuit des temps. Le chat est un félin, donc un félin carnivore, de la famille des félidés, donc un animal sauvage. Dans les civilisations anciennes, c'était beaucoup plus pour garder les cultures des rongeurs qu'on a pu adopter le chat. Et après, ça s'est transformé en animal beaucoup plus dans les maisons. Donc, ce qui fait que ce caractère félin fait que le chat est très difficile à dompter à 100%. Quand le chat veut faire quelque chose, difficile de l'en empêcher. C'est un animal opportuniste. Il sait quand même faire le petit doux quand il veut manger, mais aussi faire sa sieste. Le chat est aussi un grand dormeur. Donc, mais quand il ne veut pas faire quelque chose, quand il veut sortir, il sait être très têtu aussi. S'il aime sa liberté, il ne s'aventure pas très loin. Dans le périmètre qu'il considère le sien, le chat dépose des phéromones, de petites molécules contenues dans ses coussinets
Dans sa salive, ses selles ou encore ses urines, une manière de se signaler aux autres chats, même en son absence, car s'il passe en moyenne 12 à 16 heures à dormir, le reste du temps, il faut bien trouver de quoi se nourrir. Bon, c'est une alimentation à base de viande carnivore. Il mange tout ce qui est poisson, tout ce qui est oiseau, tout ce qui est rongeur. Ça, c'est l'aliment qu'il mange d'habitude. Mais de plus en plus, les gens sont orientés vers les aliments fabriqués comme les pâtes, les croquettes. Et dans les maisons où le revenu n'est pas assez important, les chats peuvent se contenter des restes de nourriture. Donc le chat va manger des oiseaux, des rongeurs, des souris. Et quand il part à la chasse, le chat a un allié de taille, ce sont ses moustaches, de longs poils situés au-dessus de ses yeux et autour de sa bouche qui ont de nombreuses fonctions. Bon, les moustaches du chat sont des organes sensoriels. On peut dire que c'est comme nos GPS qui leur permettent de se localiser, de se situer et aussi d'anticiper sur les dangers. Et comme aussi les chats sont assez limités en papier gustatif, ça leur permet aussi de compenser ce facteur-là. Donc ces moustaches leur permettent aussi comme ils sont parfois dans des milieux très dangereux, de pouvoir localiser un danger qui vient sur eux. Si le chat a réussi à perdurer, c'est certes grâce à ses moustaches et à son instinct de survie, mais aussi et surtout grâce à l'apprentissage systématiquement dispensé par sa mère. Depuis le plus jeune âge, elle lui apprend entre autres à chasser, faire sa toilette et surtout, elle le protège. On déconseille à la naissance de toucher trop les chatons pour ne pas que la maman ait un réflexe de refus. Donc, ils sont très très protectrices et aiment bien couver et s'occuper de leurs petits. Ça fait en moyenne 4 à 5 petits par portée. Et ça peut aller même jusqu'à une dizaine. Hein. Mais ça, c'est une moyenne. Donc, et ça fait quand même beaucoup sur l'année aussi. Si ces 3 à 6 kilos ne lui permettent pas de travailler, en ville comme à la campagne, le chat offre l'avantage de débarrasser les maisons de leurs rongeurs. Ce qui arrange bien les riverains qui, en échange, leur offrent souvent le contenu de leur poubelle. Un échange de bons procédés qui n'est pas près de s'arrêter. Kessendour, bonsoir. Il y a différentes physionomies de chats. En regardant le reportage, on a l'impression qu'il n'y a pas deux qui sont pareils. Oui, c'est un peu ça. On en trouve de toutes les tailles, de toutes les couleurs également. Il y a des teintes et des patrons différents pour les pelages parce qu'en réalité, il existe à peu près une 50aine d'espèces, de sous-espèces de chats, une 50aine de races. Et parmi ceux-là, le chat ganté, qui est le chat sauvage qu'on retrouve notamment dans nos rues et dans toute l'Afrique. Vous avez vu, là, on a vu certains spécimens qui étaient relativement costauds et très poilus. Et bien, les nôtres, en fait, sont plus petits, ont un pelage en général plus court et plus clair. C'est pour ça que certains ont l'air de dire que nos chats sont maigres. En fait, c'est juste une des 50 sous-espèces qu'il existe pour le chat, mais il y en a une variété incroyable. Et je crois savoir que cette fois-ci, la généalogie ne va pas nous aider. Non, pas vraiment, parce que à chaque chaleur, la femelle se reproduit. Et à chaque fois qu'il y a pénétration, accouplement, en fait, elle crée un nouvel ovule. Ce qui fait qu'au sein d'une même portée, les chatons peuvent avoir des pères différents et avoir du coup des physionomies également très différentes. On pourrait imaginer qu'une chatte se retrouve dans un milieu où il existe plusieurs sous-autres espèces et que ces bébés soient pour l'un plein de poils et costauds, pour d'autres plus fins, plus clairs, ça dépend. Voilà, mais en tout cas, la généalogie du chat ne détermine pas l'unité de l'espèce, loin de là. Parce que une portée, plusieurs papas, plusieurs petits différents et donc plusieurs physionomies, là encore, très 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 différentes. On a compris, ce n'est pas toi qui seras une généalogue du chat. Non, je ne vais pas me lancer là-dessus, ça demanderait énormément de travail. Alors, comment se fait-il, Kessen, que l'on trouve des chats partout dans le monde et surtout en si grand nombre à Dakar? Voilà.
Déjà parce qu'en réalité, il y a peu d'animaux qui s'attaquent au chat. Il a très peu de prédateurs. On trouve de temps en temps le chien dans nos villes, comme à Dakar où il y a énormément de chiens errants. Il peut arriver qu'il y ait des petits accrochages entre chiens et chats. Ouais. Sinon, leurs principaux prédateurs sont les rapaces. Et encore une fois, en milieu urbain, les rapaces ne sont pas très présents. Ils sont éloignés à la fois par la hauteur de nos bâtiments, mais également par l'activité humaine. Les seuls réels obstacles à la prolifération du nombre d'individus chez les chats, ce serait peut-être les ectoparasites, qui sont alors les puces, les tiques, tout ce qu'on trouve comme insectes dans la nature qui peuvent effectivement s'attaquer à l'animal. Et puis en plus de ça, la raison pour laquelle on en trouve autant et partout, c'est que c'est un animal qui s'adapte très très bien. Au départ, il est carnivore, mais on l'a vu dans le reportage, on peut lui donner du tiep au Sénégal, peut-être des pommes de terre en Europe, ou je ne sais pas, à partir du moment où il y a un minimum de quantité de viande, le chat s'adapte extrêmement bien et fait énormément de petits. Je vous le disais à l'instant, il peut y avoir plusieurs paires pour une même portée, mais il y a également énormément de portées au cours de l'année, sachant que la gestation dure entre 58 et 67 jours, ce qui est donc très court et ce qui permet à la femelle de faire des petits à plusieurs reprises au cours de l'année. Et donc, ça forcément, le nombre se multiplie très, 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 très facilement. Le chat s'adapte, tu l'as dit, c'est pour cela qu'on parle des 7 vies du chat, peut-être? Alors, les 7 vies du chat, oui, parce que, déjà, il a des activités extrêmement différentes. On peut le retrouver dans une maison, ça peut être un chat très, très calme, à s'asseoir sur un fauteuil. Si on le met dans un espace extérieur, on l'a vu, c'est un excellent chasseur. Donc, effectivement, il a plein d'activités et il a toujours l'air très, très affairé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un chat dans votre entourage, mais on a toujours l'air un petit peu de les enquiquiner et de les déranger dans quelque chose. Oui, je les ai côtoyés un tout petit peu. Ah, ça n'a pas l'air d'être un très bon souvenir. Non, le chat, personne n'est indifférent au chat. Oui, c'est très beau, c'est un félin, c'est très majestueux. Et malgré le fait qu'on en croise tous les jours dans les rues, je trouve qu'on pourrait les regarder pendant des heures, notamment lorsqu'ils font leur toilette, lorsqu'ils chassent. C'est extrêmement drôle à regarder. Merci, Kessendour. La semaine prochaine, on va prendre le temps de réfléchir ou vous avez déjà le sujet? On va peut-être partir sur les oiseaux. Très bien. Ça vous intéresse? Oui, parfait. Le pigeon, je crois savoir que les Sénégalais aiment les vols de pigeons, les courses de pigeons. Ce sera l'occasion de s'intéresser un petit peu plus à cet animal. Rendez-vous est pris avec Kessendour. Et c'est la fin de la totale. Rédaction en chef Khalifa Diakhaté. Réalisation ce soir Abdoulaye Ndiaye. Merci à toute l'équipe technique et à tous les journalistes qui ont participé à ce magazine d'information La Totale. La suite de nos programmes. Merci, bonne soirée. Rendez-vous dimanche prochain.